La pluie avait commencé comme une musique lointaine, un tambour léger sur le toit de la ville, puis elle avait pris la voix d'un chœur, dense, irrésistible. Paris, ce soir-là, semblait lavé jusqu'à l'âme. Les réverbères traçaient des halos, les trottoirs miroitaient, et la ville paraissait à la fois immense et minuscule, comme une coquille autour d'un seul cœur battant. Alexandre roulait sans vraiment conduire, les mains posées sur le volant, le regard perdu dans la lueur qui se faufilait entre les gouttes. La Bentley avançait comme un vaisseau en passe d'ignorer la houle, luxe froid, habitacle lisse et le silence d'un homme qui portait des années. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour soutenir d'autres récits comme celui-ci. Il y avait au bord du square un banc où quelqu'un s'était abrité autant que possible du déluge. Une femme y tenait serré contre sa poitrine un tout petit être emmitouflé dans une couverture déjà humide. Elle tremblait de cet air qui n'était pas que froid. Il y avait dans ses épaules la fatigue de trop de nuits et la peur d'un présent précaire. Le bébé dormait, la bouche entr'ouverte, et une mèche noire collait au front de l'enfant. Dans les phares, tout cela avait l'apparence fragile d'une vitrine que l'on ne doit pas briser. Alexandre ralentit. Il ne savait pas trop pourquoi il s'arrêta, peut-être parce que, malgré lui, il avait compris le rythme de cette solitude. Peut-être parce que la pluie lui rappela la dernière nuit qu'il avait partagée avec Catherine, la dernière dispute légère dont il se souvenait comme d'un adieu impossible. Il coupa le moteur. Il aurait pu continuer, laisser la ville murmurer ses propres preuves et remords, mais ses doigts restèrent posés sur la clé, et la silhouette sur le banc occupa tout son champ de vision. Il descendit, et le froid l'atteignit comme une phrase trop honnête. Son costume se fit buer, la laine de son manteau trempa par capillarité, et il sentit, pour la première fois depuis longtemps, que la richesse n'était rien d'autre qu'une carapace. La femme leva la tête. Ses yeux étaient rougis par le froid ou le chagrin, il ne sut lequel. Quand il se pencha un peu, il distingua l'odeur d'un lait réchauffé, le parfum ténu d'une crème maternelle. Elle était infirmière, un uniforme estompé sous un manteau trempé, le brassard d'une fonction qui ne mentait pas. Elle avait l'air de quelqu'un qui ne demandait pas l'aumône, mais la décence. « Bonsoir, dit Alexandre, sa voix plus basse qu'il ne l'avait voulu. Elle sursauta, comme si elle avait oublié qu'il existait un dehors. Elle tint le bébé contre elle, comme on protège un secret. « Bonsoir, monsieur, répondit-elle, avec un respect brut, pas la déférence que la fortune impose, mais une politesse affûtée par la nécessité. Il remarqua la façon dont elle avait noué la couverture, la manière dont ses doigts vérifiaient la respiration du petit. Les gestes d'une professionnelle, pensait Alexandre, et la honte d'abandonner se mêla à l'admiration silencieuse. « Vous êtes blessé » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, juste, je cherchais un abri. Le bus est parti et la crèche m'a refusé l'entrée après ma garde à cause d'un tapier manquant. » Sa voix restait étrangement calme. Derrière, il y avait des dossiers, des nuits blanches et des appels manqués qui formaient une traînée d'angoisse. La pluie battit plus fort. Alexandre sentit qu'il pourrait s'éloigner et que sa vie, telle qu'elle était, ne changerait pas. Et pourtant, la petite main du bébé, quand il se pencha, s'ouvrit et attrapa le doigt d'Émilie. Il vit la minuscule poigne qui cherchait assurance. Un geste si simple qu'il fit craquer quelque chose en lui. Il pensa à la main de Catherine, plus tolérante, plus libre, et à la manière dont il avait fui la douleur plutôt que de la regarder en face. « Vous avez un nom » demanda-t-il. « Émilie Martin, Luna. » Sa voix se brisa sur le prénom du bébé, comme s'il creusait une blessure et en montrait la lueur. Il consulta son téléphone, entre de tous ses rendez-vous, et appela Pierre, son chauffeur, sans réfléchir à l'orgueil que cela affichait. Pierre arriva en moins de 10 minutes, la capuche collée, les chaussures mouillées et la courtoisie d'un homme qui avait vu trop de choses pour juger. Madame Laurent, la gouvernante, eût été moins indulgente, pensa Alexandre. Elle aurait trouvé des raisons de s'émouvoir et autant de raisons d'interdire. Il laissa Émilie s'asseoir dans la voiture, près du chauffage, qui soufflait comme une promesse immédiate.
La Bentley, en contraste criant avec le banc, offrit des linges secs, une petite couverture parfumée, et Pierre rapporta une boîte de biberons que la femme avait oubliée. Émilie refusa d'abord toute aide financière, d'un geste imperceptible qui était à la fois fierté et ruine. « Je ne veux pas être un numéro, dit-elle. Je travaille, je garde mon travail. » Alexandre l'écouta. Il n'eut pas à objecter, car il sentait qu'on parlait d'une dignité qu'il respectait. « Je ne veux pas vous acheter, répondit-il, seulement vous offrir un endroit sec et du café. Vous pouvez décider ensuite. » Il ne savait pas pourquoi il avait dit cela avec une telle insistance, peut-être parce que sa fortune ne l'avait jamais mis face à une demande aussi simple. Ils s'arrêtèrent d'abord à l'hôpital le plus proche, pas pour un enfant malade, mais pour vérifier, pour obtenir un papier, pour donner à Émilie la sécurité de preuves tangibles que la mère et l'enfant étaient protégés. À l'intérieur, le contraste était autre, néon, voix rapide, l'odeur de désinfectant. Émilie, dès qu'elle fut engagée dans le dialogue avec une sage-femme, retrouva la maîtrise de ses compétences. Elle évoqua des symptômes, des habitudes de sommeil, la vaccination, et son ton professionnel effaça l'apparence extérieure de vulnérabilité. Alexandre la regardait se transformer en infirmière et sentit un profond respect. Elle n'était pas seulement une figure pittoresque de misère, elle était quelqu'un qui savait soigner. Après les formalités, quand on leur proposa une chambre d'observation pour la nuit, une générosité administrative plutôt qu'un arrangement social, Alexandre, sans plan précis, proposa « Vous pouvez rester à la maison de mes parents si vous en avez besoin pour quelques jours. Nous avons une chambre libre et une équipe de confiance. Je connais quelqu'un à la crèche qui peut vous aider avec le dossier. » Il parla comme s'il offrait un service banal, mais pour Émilie, chaque mot portait une armature fragile. Elle hésita. Les récits qu'elle connaissait et qu'elle avait peut-être entendus dans des couloirs d'hôpitaux ou sur des bancs de squares ne disaient pas que l'aide venait sans condition, mais souvent avec jugement. « Pourquoi vous m'aideriez » demanda-t-elle, la défense automatique d'une mère qui a appris à compter uniquement sur ses forces. Alexandre répondit d'une manière qui le surprit lui-même. « Parce que j'ai été seul trop longtemps. » Il n'expliqua pas davantage. Il n'avait pas à raconter la nuit où Catherine était partie, ni les jours dilués par le travail, ni la culpabilité qui l'empêchait de se sentir légitime. C'était suffisant, pensa-t-il, que la vérité de sa solitude existe. Elle accepta finalement l'offre, pas par gratitude naïve, mais comme on accepte une barque qui passe. Ils montèrent dans la voiture, Luna serrée contre le cœur d'Émilie, qui gardait la main du bébé comme si elle pouvait par ce contact empêcher le monde de la reprendre. Alexandre conduisait sans parler. La pluie, désormais, était un rideau entre eux et la ville. Il sentait la responsabilité se fixer comme une seconde peau, légère et pourtant irrévocable. À la maison, l'entrée en marbre accueillit leur silhouette comme une scène d'une vie étrangère. Madame Laurent observait, mesurée et bras croisés, puis elle s'adoucit. Elle fit faire un bain répété et une couverture tiède pour Luna. Elle offrit du pain grillé et un bol de soupe que la femme mangea sans emphase, la bouche concentrée, chaque cuillerée semblant un acte d'ancrage. Alexandre monta dans son bureau et s'appuya contre la fenêtre. La pluie martelait la ville, comme si l'on pouvait, par ce geste, laver des fautes anciennes. Il avait cédé à une impulsion, mais l'impulsion n'en était plus une. Il avait pris une décision. Les nuits qui suivirent furent une suite de gestes concrets. Alexandre demanda à Claire Bertrand, la DRH d'une de ses entreprises, qui s'occupait d'un centre médical d'entreprise, s'il était possible de trouver une place pour une infirmière compétente. Claire, pragmatique, proposa une évaluation probationnaire. Alexandre entendit dans son absence, comme un ressort déplacé, la possibilité d'une stabilité pour Émilie. Il paya discrètement un avocat pour jeter un premier regard sur des documents qui, plus tard, pourraient s'avérer nécessaires. Il tint ces deux mouvements comme des petites barricades contre l'incertitude. Émilie accepta l'offre de travailler dans le centre de soins de l'entreprise, non comme une faveur, mais comme une chance. Elle signa des papiers dans un bureau éclairé d'une lumière crue, et quand elle eut fini, elle raconta à Alexandre des bribes de sa vie.
Un logement perdu à la suite d'une mise à la porte, la mère malade qui n'avait pas pu aider, la naissance de Luna dans des conditions qui étaient pour elle moins héroïques que solitaires. Alexandre écouta, découvrant un récit où la dignité se mêlait à la fatigue, où la fierté n'était pas incompatible avec la demande d'aide. Il n'offrit pas de pitié, il offrit des moyens. La petite maison reprit un rythme. Madame Laurent mit de l'ordre dans les vêtements, rangea des affaires pour Luna, acheta des jouets basiques. Pierre devint, par habitude, le facteur discret des besoins. Biberon, fournitures pour l'école, rendez-vous. Alexandre commença à s'asseoir à la table pour le dîner plus souvent, non pas pour dicter, mais pour partager une soupe. Parfois, il restait silencieux et regardait Émilie coucher Luna. Il voyait la tendresse dans la façon dont elle posait la main sur la tête du bébé, comme si chaque geste réparait quelque chose en elle-même. Il y eut aussi des moments où elle le regardait, comme si elle cherchait un contrat dans ses yeux, craignant qu'il n'y ait un prix caché. « Je ne veux pas devoir quoi que ce soit, disait-elle une fois, dans la pénombre d'un couloir, Luna déjà endormie. Je ne veux pas qu'on pense que j'ai vendu mon enfant pour du confort. Vous ne me devez rien, souffla Alexandre. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux offrir un avenir qui ne soit pas seulement peur. Elle ne répondit pas immédiatement. Sa bouche se serra, et dans la pliure de ses doigts, on devinait des questions sans réponse. Alexandre comprit que sa présence dérangeait des mécanismes anciens, fierté, soupçon, la peur d'une dette morale qu'on ne peut pas rembourser. Les semaines passèrent. Émilie prit un poste à mi-temps au centre où Claire l'avait placée. Elle travaillait avec une dignité naturelle qui finit par convaincre ses collègues. On l'a vue sourire plus souvent, échanger avec d'autres mères lors de pauses, apprendre à déléguer quand Luna avait besoin d'une sieste. Alexandre vit son monde s'étirer pour inclure la présence de l'enfant. Il fut témoin de petits triomphes, une réunion où Émilie fit valoir une procédure nouvelle pour l'accueil, une lettre de recommandation discrète envoyée par Claire, une inscription stable à la crèche qui permit à Émilie de reprendre un horaire plus soutenable. Pour Alexandre, la douleur de Catherine revenait parfois en rêve. Elle lui parlait sans s'éloigner, lui accordait la permission trop longtemps différée d'aimer encore. Ces moments oniriques, légers comme des moustiquaires, ne se confessaient pas à haute voix. Il échangeait parfois avec Isabelle Moreau, la demi-sœur des Catherine, pédiatre à l'hôpital, qui accepta de suivre Luna chaque mois gratuitement, par respect pour la mémoire de sa sœur et par désir de voir la filiation traitée avec soin. Isabelle apporta une présence qui liait le passé et le présent, une voix qui disait que l'amour ne se perd pas, il se transforme. Puis, un soir, alors que la maison sentait la châtaigne griller et que le jardin était encore humide, Émilie vint chez Alexandre avec une nouvelle qui allait modifier l'équilibre déjà précaire. Julien Mercier, le père biologique de Luna, avait ressurgi. Il n'était pas venu par pudeur ni par repentir, plutôt par une colère enrouée et un besoin de propriété. Il avait des droits, la loi le reconnaissait comme parent, et il avait commencé, par l'intermédiaire d'un avocat, à réclamer un droit de visite qui, dans son esprit, pourrait devenir plus. La première fois qu'il frappa à la porte de la crèche, Alexandre se trouva face à une silhouette maigre, le manteau humide et les yeux chargés de quelque chose qui ressemblait à la honte. Julien avait l'allure de ceux qui ont vécu à la limite des choses et qui, un jour, décident soudainement qu'ils ont droit à plus. « Je veux voir ma fille », avait-il dit, la voix cassée mais ferme. Émilie, qui avait redonné stabilité à sa vie, ressentit l'arrachement comme une menace. Alexandre, qui avait appris à mesurer ses mots, parla d'abord comme on tient un rôle administratif. Appeler un avocat, préparer des documents, expliquer les droits et obligations. Mais au fond, il savait que le pan juridique ne suffirait pas. Il y avait des blessures à panser, des blessures qui parlaient plus de reconnaissance que de titre. La convocation à l'audience fut un moment d'accélération soudaine. En quelques jours, ce qui avait été un murmure devint un procès potentiel.
Alexandre fit appel à Maître Rousseau, un avocat qui savait parler simplement et dont la stratégie était claire, montrer la stabilité retrouvée, garantir la protection de l'enfant et, si possible, instaurer un cadre de rencontre supervisé qui respectait le lien de filiation sans mettre Luna en danger. Julien, conseillé par un avocat moins expérimenté, exigea des droits et ouvrit une boîte que l'on avait cru fermée. Alexandre se rappela les nuits où il n'avait pas su réagir au moment où Catherine avait eu besoin de lui. Il reconnut dans cette situation une répétition douloureuse, la peur que l'absence d'action soit une trahison du passé. Il se dressa alors en protecteur, avec une détermination nouvelle, mais aussi avec la prudence de qui sait que l'amour ne se décrète pas par la force. La bataille qui s'annonçait ne serait pas seulement juridique, elle serait faite de regards, de paroles prononcées au mauvais moment, d'enfants qui regardent et se demandent qui prend soin d'eux. Elle serait aussi une épreuve pour Émilie, qui craignait d'être jugée, et pour Julien, qui avait besoin parfois d'être entendu plus que puni. Alexandre pressentit qu'il ne pourrait protéger Luna que s'il gagnait aussi la confiance d'Émilie et que leur alliance ne ressembla pas à un arrangement mais à une famille qui se choisit. Les premières conversations entre lui et Émilie furent tendues. Elle redoutait qu'on interprète son acceptation d'aide comme une abdication. « Je n'ai jamais voulu être une charge, lui dit-elle, regardant une tache de thé sur la nappe. Je veux seulement être la mère que je peux être. » « Je le sais, répondit Alexandre, et je sais aussi que ce monde ne laisse pas toujours la place aux gestes simples. C'est pour ça que je veux que tout soit clair, pour que tu n'aies pas à te battre seule. » Émilie vit dans son regard une honnêteté qui, peu à peu, diminuit ses défenses. Mais lorsqu'on parla pour la première fois d'un possible mariage comme outil de protection, idée soulevée par un avocat zélé qui voyait dans la formalisation un rempart juridique, elle blêmit. Le mot mariage évoquait pour elle une compromission intérieure qu'elle ne voulait pas négocier. Alexandre le sentit, l'amour ne doit pas être instrumentalisé. Pourtant, la menace était réelle et rapide. Il devait penser à Luna, à la tranquillité d'une enfant qui ne demandait qu'à grandir. Dans la nuit qui suivit, Alexandre resta éveillé. La maison était silencieuse, la pluie avait reflué. Il pensa à Catherine comme on pense à une vérité douloureuse qu'il faut rendre moins monstrueuse. Il revit leur dernier hiver ensemble, les promesses qu'ils n'avaient pas tenues, et se rendit compte qu'aimer à nouveau ne signifiait pas trahir la mémoire, mais lui donner une suite possible. Ce fut dans cette solitude qu'il comprit que la prochaine décision devait être à la fois pratique et sincère, qu'il ne voulait pas d'une famille par stratégie, mais d'une vie partageable. Le procès n'était que le prélude. Les audiences s'annonçaient vives, Julien revendiquait un droit, et la loi, à la fois protectrice et aveugle aux nuances, commençait son travail. Mais avant même que les juges n'interviennent, une autre pièce du puzzle prit place. Isabelle, la demi-sœur de Catherine, proposa d'intervenir comme médiatrice. Elle connaissait la fragilité des liens et savait que parfois le simple fait d'entendre un père pouvait le transformer. Les rencontres proposées furent délicates, et tous s'assirent autour d'une table en bois, comme si la maison elle-même pouvait offrir des mots qui ne se trouvent pas dans les lois. Julien arriva d'abord méfiant, ses poches pleines de raisons et de rancœur. Il parlait vite, essayant de remplir le silence par des revendications. Mais Isabelle, calme, posa une question simple. « Qu'est-ce que vous voulez pour Luna ?» La question arrêta Julien comme une main. Il répondit maladroitement. « Je veux être dans sa vie. Je veux prouver que je peux être là. » Sa voix trembla sur le dernier mot. Il n'expliqua pas que ses absences avaient été faites de peur, de dette, d'errance. Il évita d'avouer qu'il avait tenté de se reconstruire à sa façon et qu'il avait manqué ce qui était essentiel. Émilie, qui assistait à la scène, sentit son cœur serré. Elle voulait que la filiation existe, mais elle craignait que Luna ne devienne un terrain d'affrontement. Alexandre, qui suivait, sut qu'il n'était pas son ennemi principal. Il pouvait être un allié qui mettait des conditions. Rencontre supervisée, preuve d'engagement, un cours parental obligatoire.
Il proposa cela non pour exclure Julien, mais pour encadrer une présence qui prouve et qui apaise. La médiation fut lente, maladroite, puis peu à peu, elle prit la forme d'un chantier. Julien accepta des rendez-vous supervisés et promit de suivre une formation de paternité. À mesure que les semaines passèrent, ces visites firent apparaître des nuances. Il riait maladroitement, cherchait à éviter les silences et parfois il pleurait en racontant qu'il avait voulu changer sans savoir comment. Les choses n'étaient pas linéaires, elles étaient humaines. Mais la justice lança sa propre mécanique. Un juge demanda des évaluations, des rapports, des témoignages. Maître Rousson rédigea une plaidoirie où la stabilité matérielle et affective fut mise en avant. Il parla de la maison, des ressources, du réseau médical dont disposait Luna et de l'aptitude d'Émilie à offrir un cadre sain. L'avocat de Julien souligna les manques passés, la nécessité d'un droit partagé. Le tribunal devint une arène où se jouaient non seulement des lois, mais des mémoires personnelles et la question comment protéger l'enfance dans un monde qui laisse parfois peu de place à la réparation. Alexandre, assis dans la salle d'audience, sentit la responsabilité peser comme un silence imposant. Il n'aimait pas la lumière crue de ces lieux, mais il sut qu'il faudrait tenir la ligne. Il pensa à Catherine et à la promesse qu'il n'avait pas tenue autrefois. Promettre d'être présent et parfois faillir. Cette fois, il refusait le déclin. Il voulait agir autrement. La décision du juge prit un air de compromis. Visite supervisée et un plan de coparentalité qui donnait à Julien la possibilité de reconquérir une place, à condition qu'il respecte des engagements mesurables. La solution ne satisfit personne pleinement, mais elle permit à Luna et à ses parents de respirer. Alexandre n'avait pas rêvé d'un triomphe retentissant. Il voulait seulement que l'enfant puisse grandir sans être ballotté entre conflits. Les mois suivants furent une épreuve d'équilibre. Julien, parfois sincère, parfois absent, construisit une nouvelle régularité. Les rencontres se firent moins lourdes et Alexandre apprit à porter son rôle non comme un propriétaire, mais comme un tuteur du bien-être. Émilie reprit son souffle. Elle se sentit soutenue, non pas infantilisée, mais accompagnée. Leur relation avec Alexandre se transforma, pas toujours en douceur, mais en vérité. Il y eut des silences gênés, des conversations où l'on cherchait des limites, des moments où la tendresse surgit sans qu'on l'ait programmée. Un soir, Luna appela Alexandre « papa » d'un ton léger, et ce mot frappa comme une cloche qu'on n'attendait pas. Il ne sut pas répondre immédiatement. Il sentit une joie mêlée à la peur de la responsabilité. Le temps, patient, fit son œuvre. Émilie obtint un poste fixe au centre médical et fut reconnue par ses pairs pour son professionnalisme. Un article local raconta discrètement l'histoire d'une infirmière qui avait retrouvé sa place. La journaliste parla de résilience, sans sensationnalisme, et la réputation d'Émilie s'en trouva renforcée. Isabelle, fidèle, devait une présence stable pour Luna et pour la mémoire de Catherine. Puis, un soir de printemps, au jardin, Alexandre fit quelque chose qu'il avait refusé de faire comme un calcul stratégique. Il demanda à Émilie de partager sa vie, non comme un instrument de protection, mais comme une promesse. Il parla sans grande éloquence, mais avec une honnêteté nue. « Je ne veux pas que tu penses que c'est une transaction. Je veux construire une famille, parce que je t'aime, parce que je veux être là, et parce que j'ai peur de revenir en arrière. » Sa voix trembla, et il ajouta « Si tu dis non, je comprendrai. Si tu dis oui, je serai présent. » Émilie le regarda longtemps. Dans ses yeux, on lisait la peur de l'engagement et un désir secret de sécurité. Après une pause qui sembla contenir le monde entier, elle répondit « Je ne sais pas si je suis prête pour ce mot, mais je sais que ce que tu as fait pour nous n'a pas de prix. Et je sais aussi que Luna a besoin d'un foyer. » Elle posa alors sa main sur celle d'Alexandre, une main humide et déterminée. « Donnons-nous le temps. »
Ils choisissaient ce soir-là une voie qui n'excluait pas la prudence. Ils décidèrent d'unir leur vie sans hâte, d'inventer une intimité fondée sur le concret et l'écoute. Le mariage, éventuel, n'était plus un instrument fiscal ou légal, mais une conséquence possible d'un engagement partagé. Alexandre accepta de respecter le rythme d'Émilie. Elle accepta de laisser une place à la confiance. La maison s'ajusta à cette nouvelle configuration. On installa une chambre pour Luna, on accrocha une photographie de Catherine dans un coin discret, non pour l'effacer, mais pour la rappeler avec douceur. Des fêtes simples surgirent, un repas où l'on riait, un après-midi de jeu au jardin, une petite remise de prix locale où Émilie fut honorée pour son dévouement auprès des enfants fragiles. Isabelle, présente, souriait comme si un secret ancien venait d'être consolé. Un an passa, presque sans qu'ils s'en rendent compte. La menace judiciaire s'était apaisée. Julien participait aux anniversaires sans drama, parfois timide, parfois fier. La médiation avait créé quelque chose d'improbable, un cadre où la filiation pouvait exister sans écraser les autres vies. Et Alexandre, qui avait commencé cette histoire par un geste presque automatique, sut qu'il avait été touché plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait pas seulement sauvé une mère et un enfant sous la pluie, il avait trouvé, lentement, la possibilité de se tenir présent, solide et tendre à la fois. Un soir, au bord du jardin, Luna, plus grande, fit glisser sa petite main dans celle d'Alexandre. Il sentit la familiarité d'un instant qui n'en demandait pas davantage. Il pensa à Catherine et murmura sans que personne n'entende vraiment « Pardonne-moi et merci ». C'était une prière privée, une mise en ordre silencieuse, et il sentit que quelque chose, peut-être la capacité d'aimer de nouveau, était rendu possible. La famille recomposée n'était pas un conte parfait, elle portait les cicatrices des tensions passées et les marques de décisions côtes. Mais elle avait, désormais, une assise. Émilie reçut une distinction pour son travail. Elle la dédiqua, humble, aux enfants qu'elle avait soignés. Isabelle organisa pour Luna un petit suivi pédiatrique régulier, et Madame Laurent, fidèle, continuait à tricoter des petites couvertures quand l'hiver revenait. Les fêtes se succédèrent, et un matin d'été, Alexandre conduisit Émilie et Luna jusqu'à la mairie. Ce n'était pas un mariage spectaculaire, une cérémonie discrète. Quelques amis, Isabelle en témoin, Pierre à la porte, Madame Laurent essuyant furtivement ses yeux. Alexandre prononça des mots simples, regarda Émilie et dit « Je veux être à tes côtés ». Elle répondit avec la même clarté. Luna, sage, sous une robe légère, applaudit avec l'innocence d'une enfant qui, sans savoir ce qu'est l'avenir, sait qu'elle est aimée. Les années suivantes apportèrent d'autres épreuves. La vie n'est jamais une ligne droite, mais chaque fois, ils trouvèrent une manière de revenir au foyer, à la table commune, à la routine qui soigne. Alexandre continuait à gérer ses affaires, mais moins en tirant des horaires et plus en homme qui prenait le temps de dîner avec ceux qu'il aimait. Émilie devint une figure reconnue du centre médical. Son parcours fut un exemple de résilience. Julien resta présent, parfois imparfait, mais enfin intégré à la réalité d'une paternité assumée. La pluie ne cesse jamais complètement, mais il apprend à danser dessous. Une nuit, Alexandre rêva encore de Catherine, et cette fois le son du rêve n'était pas accusation, mais permission. Il pouvait aimer sans trahir le passé. Quand il ouvrit les yeux, Luna dormait entre eux, une main posée sur son épaule. Il posa un baiser sur le front d'Émilie et se sentit pour la première fois depuis longtemps apaisé. Ils vivèrent non pas comme des héros de roman, mais comme des gens ordinaires qui avaient choisi l'entraide plutôt que la solitude. La main de l'enfant, qui jadis avait saisi un doigt dans la pluie, avait opéré une guérison lente et vraie. Alexandre le comprit. Sauver quelqu'un peut aussi être une manière de se sauver soi-même. Et la dignité d'une mère se révèle quand on lui offre la possibilité de se tenir debout. Quand, des années plus tard, on demanda à Luna ce qui l'avait le plus marqué de son enfance, elle répondit sans hésiter « La nuit où mon papa m'a prise dans ses bras après que j'ai pleuré et où il a dit que tout irait bien ». Elle ne savait pas tout le chemin qu'il avait fallu parcourir, mais elle avait vécu la consolation. Et pour Alexandre, pour Émilie, pour Isabelle et pour tous ceux qui avaient tissé ce réseau, la récompense était là. Une table où l'on rit,
Des disputes qui finissent par des pardons et une maison qui, autrefois froide comme du marbre, était devenue chaude comme une soupe partagée. La ville continuait à verser son eau sur les pavés, mais dans une petite rue, une maison avait appris à recevoir la pluie sans la craindre. Et c'était, au fond, une victoire plus grande que n'importe quel compte-rendu financier. Une famille recomposée, tenue par des choix quotidiens, par des gestes de soin et par une confiance conquise lentement. Si ce récit vous a touché, merci de le partager et de vous abonner pour d'autres histoires de résilience et d'amour. Quelle scène vous a le plus ému? Dites-le en commentaire. Le temps poursuivit son ouvrage, tissant et défaisant, mais avec une patience nouvelle. Luna grandit comme on apprend une langue étrangère, d'abord par imitation, puis par audace. L'enfance glissa en adolescence sans annonce, et un matin d'automne, elle porta un sac trop grand pour ses épaules frêles et franchit la porte de son collège comme on franchit un seuil invisible. Alexandre resta un peu en retrait sur le perron, la regardant s'éloigner. Émilie, sans fanfare, serra sa main puis la relâcha. Il fallait désormais laisser de l'espace pour que la vie la remplisse. Les années adolescentes n'effacèrent pas les traces d'une enfance réparée, mais elles mirent la famille devant d'autres épreuves. Luna cherchait parfois sa place, entre deux maisons, entre deux références paternelles, entre les années où elle avait cru qu'un père, c'était celui qui promettait que tout irait bien. Julien apprit à lire les signes d'une adolescence qui demande limite et liberté à la fois. Il fut maladroit, surpris et patient, souvent pris entre le désir de plaire à la fillette qu'il aimait et la nécessité de se faire respecter en tant que parent. Alexandre et Émilie inventèrent, encore et toujours, le ton juste. Protestations brèves, suivies de moments de réconciliation silencieuse, règles expliquées plutôt qu'imposées, rires partagés autour de plats simples. Isabelle demeurait une présence immuable. Elle venait parfois avec un gâteau, parfois avec un pansement, ou simplement avec des yeux qui savaient écouter sans juger. Madame Laurent, elle, ralentissait. Ses mains, qui avaient tant tricoté, tremblaient parfois au moment de passer la laine. Un hiver, après une chute légère, on découvrit que son cœur n'avait plus la vigueur d'autrefois. L'idée même qu'on puisse perdre le bastion de tant d'années fit frissonner la maison. On se rassembla, on parla de médecins, puis on parla moins de médecine et davantage de souvenirs, des histoires de jeunesse, de maris aimants, de voisins partis, de fillettes qu'elle aurait gardées comme si c'étaient des trésors. Le diagnostic ne fut pas une sentence définitive, mais une invitation à mieux se connaître. Madame Laurent accepta, avec la fierté qui la caractérisait, une aide plus régulière. Émilie organisa les visites médicales, Isabelle prit des rendez-vous et Alexandre aménagea son emploi du temps pour être là aux heures où sa présence pesait moins que son silence. Tenir la main, écouter une anecdote qu'on racontait encore pour la 100e fois, refaire une soupe qu'on aimait. Luna, à qui l'idée de la perte faisait peur sans qu'elle n'en nomme la raison, offrit à Madame Laurent un châle qu'elle avait choisi lors d'une sortie au marché. C'était un petit geste, mais il eut la grandeur d'un pacte. Sur le plan professionnel, les chemins d'Émilie prirent une direction qui la mena parfois loin, en colloques, en missions ponctuelles. On reconnaissait en elle une femme dont la compétence n'avait pas effacé la tendresse. Alexandre, pour sa part, apprit à déléguer davantage et à ne plus confondre efficacité et absence. Le travail devint un lieu où l'on se définissait autrement que par la réussite matérielle. Il y avait des soirées où tous deux rentraient fatigués, mais ils s'arrêtaient désormais pour mettre la table à 4, pour inviter la conversation, pour demander à Luna comment avait été sa journée, et pour écouter vraiment. Luna eut ses premières amitiés solides, et aussi ses premières désillusions. Elle aimait peindre, et ses toiles restèrent longtemps accrochées dans la chambre qu'elle partageait parfois avec la musique d'une radio discrète. Un été, elle partit en colonie de vacances où l'on lui enseigna la vannerie. Elle revint avec des mains tachées et un regard plus assuré. Elle eut aussi un garçon qui lui offrit une feuille d'arbre pressée, geste qui la fit sourire autant que rougir. Les sentiments chez elle étaient une matière à façonner, parfois fragile, parfois lumineux. Un épisode plus grave vint tester la cohésion de la famille.
Un matin, un courrier anonyme adressé à l'école cita des rumeurs sur la vie familiale d'Émilie et sur la position de Luna entre deux maisons. La directrice, avec délicatesse, informa Alexandre et Émilie afin qu'ils puissent expliquer la situation. Ce fut une blessure plus que dangereuse, la peur qu'une honte imaginaire vienne étouffer la sérénité conquise. Ils choisirent la transparence. Alexandre alla parler avec les professeurs. Émilie organisa une réunion calme avec le conseil pédagogique. Isabelle assura sa présence pour rassurer la fillette. Luna, d'abord humiliée, trouva la force de dire sa vérité devant la classe. Oui, sa famille était faite de personnes qui l'aimaient, parfois imparfaites, parfois différentes, et cela suffisait. La parole claire vainquit le bruit des ragots. Les amis et voisins répondirent avec un mélange de curiosité et d'affection. Pierre, fidèle comme un rocher, proposa de garder Luna quelques jours si tout devenait trop pesant. Julien montra une maturité nouvelle en acceptant d'écouter sans se défendre. Madame Laurent, malgré sa faiblesse, eut une phrase qui fit pleurer. « Une maison pleine d'amour est une maison qui tient ». Ces épreuves furent des rappels. La dignité ne se mesure pas à l'absence de scandale, mais à la manière dont on les traverse. Il advint aussi des instants de joie simple, presque rituels. Les dimanches d'été, la famille allait au marché, achetait des pêches et s'asseyait sur un banc face à la rivière. Alexandre enseigna à Luna à reconnaître les nuages qui annoncent la pluie. Émilie lui montra comment marcher d'un pas lent, sans vouloir tout contrôler. Ils prirent parfois le train pour une ville voisine, où l'on visitait des musées modestes et déjeunait dans des bistrots peu prétentieux. Ce n'étaient plus des aventures grandioses, mais des accumulations de moments où l'on se reconnaît. Avec l'adolescence vinrent aussi des questions sur l'identité. Luna s'interrogea sur ses racines, sur la mémoire de sa mère biologique, sur les manières d'être enfant et femme. Émilie et Alexandre répondirent avec franchise. Ils lui racontèrent ce qu'ils savaient, ce qu'ils imaginaient et surtout ce qu'ils ressentaient. Ils ne promirent pas de réponse toute faite, ils offrèrent une présence inconditionnelle. Julien, de son côté, s'efforça d'expliquer ce que signifiait être père, quand on n'avait pas toujours été présent. Accompagnement, réparation, constance. Il y eut des jours de tension, des silences pesants, mais la plupart du temps, la parole reprenait sa route, patiente et réparatrice. Madame Laurent, malgré la fragilité croissante, continuait d'être le poème vivant de la maison. Elle racontait des bribes du passé, évoquait des amours perdus, partageait des recettes anciennes. Un jour, elle confia à Luna une boîte de petites lettres jaunies, des billets échangés avec des amis, des cartes postales, une photographie d'elle jeune, souriante, tenant une poussette. La fillette prit cette boîte comme on prend un héritage, non pas d'or, mais de mémoire. Elle commença à poser des questions, à assembler des fragments, à comprendre que la vie d'une personne est faite de ces fils ténus qui relient les jours. Il y eut aussi une proposition inattendue pour Alexandre, une opportunité de travailler sur un projet de rénovation d'un ancien quartier. Ce fut la promesse d'un défi professionnel stimulant, mais qui demanderait des absences et un investissement de temps. La famille prit le temps d'en discuter. Émilie, malgré son propre engagement, encouragea Alexandre à accepter, à condition que l'on trouve ensemble un rythme qui protège la vie domestique. Ils signèrent ainsi un nouveau pacte. Le travail, oui, mais sans oublier la soupe, les rendez-vous scolaires, les soirées partagées. Ce choix démontra leur capacité à construire des règles souples adaptées aux nouveaux défis. Au milieu de tout cela, la musique devint un remède silencieux. Luna trouva, un peu par hasard, une vieille guitare chez un voisin qui la donnait. Elle apprit quelques accords, puis des chansons entières avec une ténacité étonnante. Alexandre, qui avait toujours apprécié la musique comme on apprécie un parfum ancien, l'écoutait jouer à la tombée du soir. La maison se mit à vibrer d'accords maladroits qui, néanmoins, réunissaient. On s'endormait parfois sur des chansons apprises à voix basse. Le temps continuait d'exiger ses comptes, mais il offrait aussi des trajets de soins et d'apprentissage.
Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres et que la maison semblait retenue par la chaleur d'un fourneau, Luna frappa à la porte de la chambre parentale. Alexandre, réveillé, la prit dans ses bras. Elle parla d'une peur vaguement formulée, un futur inconnu, la peur de perdre ce qu'on aime. Il la rassura sans promesse immense. « Nous ne pouvons garantir que tout ira comme prévu, mais je peux te promettre que nous marcherons à côté de toi. » Ces mots, simples, eurent la valeur d'une constellation, pas une carte du destin, mais un foyer de lumière dans la nuit. La maison, malgré ses cicatrices, avait appris à se courber sans se briser. Et lorsqu'on observait la rue, on voyait une porte qui s'ouvrait souvent, des rires qui fuyaient dans l'air, des silences qui n'étaient plus lourds mais suspendus. On y voyait, surtout, ce que tous avaient su construire, non pas la perfection, mais la possibilité d'un amour qui tient quand tout le reste chancelle. Un printemps vint où l'on célébra un anniversaire modeste, une tarte faite maison, des bougies, des chansons approximatives. Les invités rirent, parlèrent, évoquèrent les années de turbulences passées comme on évoque une tempête désormais lointaine. Luna souffla les bougies entourées de ceux qui l'avaient aimée, et pour un instant suspendu, Alexandre sentit que toutes les réparations avaient ménagé un espace pour la grâce. Il pensa à Catherine avec une tranquillité nouvelle. Le souvenir n'était plus une déchirure, mais une pièce du puzzle. Il savait que le chemin resterait long, que la pluie reviendrait, mais il savait aussi que la maison saurait désormais recevoir la pluie sans la craindre. La vie s'étirait en jours parfois ordinaires, parfois décisifs, des lettres, des rendez-vous, des fêtes, des silences et tant d'attentions invisibles. Alexandre l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre brève et une photo inédite. Catherine plus jeune, non plus seule, mais aux côtés d'une femme au sourire calme, dont le nom était inscrit au verso « Madeleine ». La lettre, écrite d'une main décidée, disait simplement « Si un jour tu trouves ces mots, sache que Madeleine a veillé sur mes premières années ici. Cherchez-la si vous voulez compléter ce tableau. » La mention d'une autre présence, d'une main amiable qui avait traversé la vie de Catherine, fit naître un désir en Luna. Le désir de savoir d'où venait cette tendresse, d'entendre d'autres voix qui avaient aimé la même personne. Alexandre sentit le même frisson de quête. Il n'y avait pas d'urgence dramatique, juste une invitation douce à élargir le cercle des mémoires. Ils discutèrent, sans presser la décision, de la possibilité d'écrire à l'adresse indiquée, de demander au voisinage, d'aller voir à la petite rue où Catherine avait grandi. Avant qu'il ne se décide, la vie imposa son rythme. Une fenêtre du chantier claqua sous le vent. Un blessé dû à une chute demanda une attention. La guitare de Luna se cassa sur une corde un soir d'enthousiasme, autant de petites épreuves qui, paradoxalement, rassemblèrent la famille. Alexandre sut, une nuit, qu'il manquait un concert où Luna devait jouer. Il n'avait pas pu partir plus tôt du bureau. Il rentra la tête basse, prêt à la faute, et trouva la maison allumée par la lueur des bougies. Luna endormie sur le divan, la guitare posée contre elle comme un manteau. Émilie, en silence, servit à son mari une tasse de thé. Aucune réprimande, seulement la présence qui reprenait la parole. Ils recommencèrent, ils réajustèrent les rendez-vous. Ils comprirent que tenir un engagement demandait parfois de renoncer à en prendre un autre, et que la fidélité se mesurait autant aux actes ratés qu'aux actes accomplis. La lettre pour Madeleine resta posée sur la table, une question douce au milieu des plats, comme une promesse de voyage, peut-être futur. Et tandis que la saison continuait de tourner, la musique de Luna s'étendit au-delà des murs. Des voisins vinrent écouter un soir, un vieil homme donnant des anecdotes, une mère pressant la main d'un ami. La maison vibrait encore, fragile et forte, prête à accueillir ce que l'avenir, lentement, voudrait bien déposer à sa porte. Continuez.